Lucie Fétrier-Cook. Quelques points d'organisation de cette webconférence. Donc, la webconférence est enregistrée donc pour rediffusion sur notre site et dans nos réseaux en replay. Donc, c'est pourquoi on a désactivé les caméras, notamment pour préserver votre image et votre anonymat. Et donc, les questions qui seront posées dans le fil de discussion ne seront pas visibles dans l'enregistrement. Nous vous remercions vraiment de fermer vos micros durant toute la présentation pour éviter les interférences. Et un temps de questions-réponses est prévu donc à la fin des interventions. Et toutefois, tout au long de l'intervention, nous vous invitons à poser vos questions dans le fil de discussion qui est sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à l'utiliser et comme ça nous permettra de collecter un maximum de questions et de pouvoir y répondre. Les intervenantes de ce soir, donc Noémie Pathé, qui est enseignante chercheuse à l'Institut catholique de Paris et donc qui va se présenter. Elle sera accompagnée de Lucie Fétrier-Cook, qui est experte en migration et en droit d'asile et qui enseigne dans nos formations. Moi-même, donc Sylvie Naël-Devers, déléguée à la formation professionnelle à l'ICP, et Katia Latapi, qui sera notamment en charge du chat, mais qui est notre chargée de formation professionnelle et des relations entreprises. Quelques mots introductifs sur l'ICP, mais vraiment deux, trois petites informations et je laisserai bien entendu la parole à nos conférencières. Donc, l'ICP, c'est deux campus, un campus à Paris et depuis l'année dernière, un campus à Reims. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc, nous sommes reconnus par l'État et nous sommes audités par le Haut-Commissaire à l'enseignement et à la recherche et à l'enseignement supérieur. Et nous sommes certifiés Calliope depuis 3 ans déjà. L'ICP, c'est une organisation autour de 6 facultés et 7 instituts, des domaines d'expertise autour de 10 thématiques, autour du management, de la médiation, des ressources humaines, de l'éthique, de l'éducation, de la pédagogie, la solidarité, l'interculturalité et la solidarité qui est un thème qui est abordé donc ce soir, et toutes d'autres thématiques très orientées autour du développement durable, les droits, les sciences politiques, l'histoire, donc plus de 10 thématiques autour de notre offre de formation. Et puis, l'ICP, c'est une signature, c'est l'esprit grand ouvert sur le monde qui traverse toute notre offre de formation, notamment notre offre de formation diplômante. Nous proposons 26 licences, 26 masters, 15 prépas et 6 doctorats. Nous recevons 10 000 étudiants chaque année sur le campus. Un tiers de nos étudiants viennent de l'étranger et nous avons des partenariats avec plus de 135 universités dans le monde. Et plus particulièrement, la formation professionnelle à l'ICP, c'est l'alliance entre le monde académique et le monde professionnel. L'ICP veut répondre à sa mission d'utilité sociale en proposant aussi une offre de formation continue adaptée aux professionnels en activité avec le monde du travail sous toutes ses formes. Et cette offre, elle vise vraiment à favoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs. Et donc ce soir, nous avons d'ailleurs une chercheuse qui est avec nous, des universitaires et des experts, donc pour éclairer les acteurs économiques et les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain. Donc, nous sommes typiquement dans la conférence que nous avons ce soir, dans ce que nous souhaitons faire dans cette offre de formation continue. Et elle vise, c'est une offre qui est engagée à soutenir tous les acteurs socio-économiques, à assumer un management humain et responsable et à développer les compétences nécessaires à des prises de décision stratégiques et à la mise en place de gouvernance éthique, responsable, solidaire et écologique. Donc, nous disposons pour tout cela de pas loin de 640 enseignants et chercheurs, dont 50% sont issus du monde professionnel, et un réseau de 5 bibliothèques, des formations qui associent les apports théoriques et pratiques, un environnement parfaitement adapté pour toutes les formations qu'on propose. Et désormais, on propose aussi bien des formations en présentiel, en distanciel et en hybride.
C'est aussi d'autres chiffres clés, hein. C'est pas loin de 2500 stagiaires de la formation continue par an, des filières en apprentissage, des personnes qui font des reprises d'études, pas loin de 30% des personnes qui sont dans nos masters sont en reprise d'études. Nous avons aussi des certifications professionnelles, hein, des titres inscrits au RNCP ou inscrits au registre spécifique. Nous avons des diplômes universitaires, hein, donc qui sont compatibles avec une activité professionnelle, dont un ce soir qu'on va vous présenter, et aussi de nombreuses petites formations professionnelles courtes ou sur mesure. Et nous disposons de chaires aussi de recherche, hein, sur plusieurs thématiques variées, mais qui sont toutes très orientées sur les problématiques et les enjeux du monde contemporain. Voilà, je vais laisser la parole et je vais aussi retirer le slide, vous inquiétez pas, à nos conférencières, donc qui vont aborder, donc je rappelle le thème de ce soir, guerre en Ukraine, quel impact sur les populations migrantes. Allez-y, Noémie, hein. Mais ouvrez votre micro. J'essaye de partager mon écran tout en restant visible. Voilà, mais j'arrive. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit délai technique. Un grand merci Sylvina pour cette présentation, pour l'organisation de ce temps de conférence. Merci également à Katia pour toute son aide dans l'organisation de l'événement. Un grand merci à Lucie Feutrier-Cook que je présenterai dans quelques instants pour sa présence. Je suis ravie qu'on puisse intervenir à deux. Et merci à chacun, chacune pour votre présence ce soir. Voilà, on est ravis de pouvoir échanger avec vous ce soir. Je me présente un tout petit peu plus. Effectivement, moi, je suis enseignante-chercheuse en sociologie à l'Institut catholique de Paris, à la FACED, la Faculté de sciences sociales, économiques et de droit. Je co-dirige le master Solidarité et transition durable et je dirige donc le DU Action sociale et migration, dont je dirai un mot à la fin de notre présentation. Je suis sociologue des migrations. J'ai réalisé une thèse de doctorat sur l'accès aux droits des mineurs non accompagnés en France, des mineurs isolés, thèse que j'ai soutenue en 2018 à l'Université de Nanterre. Et donc, je continue à travailler sur les enjeux migratoires de manière plus générale depuis, à la fois dans mes activités de recherche et dans mes activités d'enseignement. Voilà, la thématique qui nous rassemble ce soir et que l'on vous propose, c'est donc effectivement un retour sur la guerre en Ukraine et principalement sur le traitement des réfugiés ukrainiens et les impacts sur les migrations et sur le traitement des populations migrantes de ce traitement. Voilà, donc on vous propose une prise de parole à deux voix avec Lucie et pour introduire mon propos, je vous propose de revenir un petit peu sur cet élan de solidarité sans précédent dont on a été témoin, parfois acteur, hein, ces derniers mois, depuis le mois de février, depuis donc le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Effectivement, ce qu'on constate, c'est une solidarité qui s'est imposée de façon inégalée jusque-là et de façon quasi unanime et à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire que l'accueil s'est imposé non seulement comme un impératif juridique, mais également et peut-être surtout comme un impératif moral. À plusieurs niveaux. D'abord, des efforts considérables ont été menés à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union européenne, pour organiser et coordonner l'accueil de ces millions de personnes exilées, puisque tous les pays de l'Union européenne ont décidé d'enclencher un mécanisme inédit, sur lequel on reviendra bien entendu. Donc, c'est la protection temporaire qui est accordée donc, aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.
Donc, dès février 2022, la présidente de la Commission européenne déclare que l'Union européenne, je cite, est pleinement préparée à accueillir les réfugiés qui sont les bienvenus. À l'échelle de l'État français, on retrouve également cet élan de solidarité à l'échelle de l'État et de ses institutions, puisque dès le 25 février, Emmanuel Macron a annoncé que la France prendra sa part dans l'accueil des réfugiés de manière coordonnée, responsable et solidaire, pour le citer. Quelques jours plus tard, le directeur de l'OFII, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, annoncera que je le cite, la France se prépare et dispose d'un parc d'hébergement de demandeurs d'asile qui peut être agrandi. Et je reviendrai sur ce point. Le mois suivant, Marlène Schiappa, donc ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, déclare qu'il n'est prévu ni répartition entre les États membres, puisque je la cite, ce sont des personnes libres, elles vont là où elles veulent, ni quota, puisque je la cite, dès lors que des besoins seront exprimés, la France y répondra. Et elle ajoute, pour ceux partis sans passeport, il y aura évidemment de la souplesse. Ce sont après tout des gens qui fuient la guerre. On ne va pas les bloquer avec des formalités administratives. L'humanité, c'est de ne pas ajouter des formalités aux formalités. Fin de la citation. Autrement dit, pour les réfugiés ukrainiens, il n'est pas nécessaire de poser une demande d'asile. La protection est immédiate avec un accompagnement social pour tout le monde. À cela s'est ajouté très rapidement un encouragement étatique formulé à l'égard des citoyens qui ont été donc appelés, invités à s'engager. Le gouvernement, par exemple, a lancé une plateforme en ligne qui s'intitule Je m'engage pour l'Ukraine, pour permettre aux citoyens de se mobiliser en faveur de l'accueil des réfugiés et de faciliter le recrutement de bénévoles par les associations. Et je finis de citer Marlène Schiappa, votre mobilisation est aujourd'hui essentielle pour réussir ce défi qui nous engage collectivement. Et on aura l'occasion de revenir sur cette forme d'institutionnalisation de l'engagement citoyen. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que la société civile, elle aussi, s'est engagée, continue de s'engager, puisque selon un sondage de l'IFOP qui date du 3 mars 2022, 79% des Français seraient favorables à l'accueil des Ukrainiens et tout bord politique confondu. Hein. Il y a un consensus droite-gauche en faveur d'une politique très positive d'accueil des réfugiés ukrainiens. Et François Héran compare ce quasi-consensus droite-gauche à la situation des boat people des années 1970 et que l'on n'a pas connu depuis. Dans les faits, les inscriptions de citoyens au programme d'association ont été multipliées par 50, selon le directeur de l'association Senga. Et dans les premières semaines du conflit, près de 10 000 particuliers se sont inscrits dans le cadre de l'hébergement citoyen, contre près de 500 par an habituellement. Donc un engagement effectivement assez inédit. C'est un engagement solidaire qui va être renforcé également par le positionnement d'acteurs religieux, comme par exemple le pape François, qui, dans son appel du 6 mars, plaide pour l'ouverture de couloirs humanitaires, ou encore le recteur de la Grande Mosquée de Paris, l'Union des mosquées de France, ou encore la Fédération des musulmans de France, qui, d'une même voix, très rapidement, ont invité les fidèles à participer au devoir de solidarité et d'assistance à l'égard des populations ukrainiennes. Donc, ce que l'on peut dire ici, c'est qu'effectivement, on est face à quelque chose d'assez historique, hein, puisque, alors, c'est pas le premier élan de solidarité, mais c'est la première fois qu'une décision en matière d'immigration et d'asile est prise à l'unanimité au niveau européen et au sein des États membres de l'Union européenne, au sein du tissu social de chacun de ces pays. Pour plus de précision sur le dispositif déployé de façon assez inédite, je l'ai dit, à l'égard des réfugiés ukrainiens, je laisse donc la parole à Madame Lucie Feutrier-Cook, qui a été assistante de programme pour l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, qui a été directrice adjointe en charge du pôle migrant de l'Ordre de Malte France et directrice du pôle asile du CASP, du Centre d'action sociale protestant. Et elle est aujourd'hui juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, à la CNDA, et elle intervient en tant qu'experte sur les questions migratoires, notamment dans le DU Action sociale et migration. Voilà, merci beaucoup Lucie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Noémie Pathé, merci à tout le monde pour l'organisation de cet événement. Je suis ravie d'être avec vous ce soir sur ce sujet toujours aussi passionnant et bouillonnant. Alors peut-être effectivement pour commencer en guise d'introduction, c'est important, il me semble de garder à l'esprit en fait cette
toile de fond. C'est-à-dire d'une part, le contexte extrêmement volatile et incertain, du conflit qui sévit en Ukraine et d'autre part, l'activation, tout à fait inédite à l'échelle européenne d'un mécanisme d'accueil consensuel, qui est, la protection dite, temporaire et qui par définition est, en pleine fabrication, en fait, toujours, à l'heure où nous parlons et donc ces éléments, je crois, doivent nous inviter en fait à la plus grande prudence dans nos observations, dans notre tentative d'analyse, puisque c'est ce que nous cherchons à faire. Et donc c'est un moment inédit, mais comme nous en avons connu d'autres finalement, et où nous construisons finalement tous les acteurs impliqués, l'architecture en fait d'un nouveau modèle de protection et d'accueil. Et donc c'est un objet qui s'échafaude dans l'urgence et qui par définition se cherche, se configure et qui est emporté aussi par un courant d'émotion. Donc l'objectif de mon intervention avec vous, et j'espère ne pas être trop longue, c'est vous livrer, vous l'avez compris, avec toutes les précautions qui s'imposent, quelques éléments d'information et surtout de questionnement nous permettant de mieux cerner les contours de cette fabrique qui s'opère sous nos yeux. Donc tout d'abord, je vais vous redonner quelques éléments sur la situation des déplacés et des réfugiés ukrainiens et aussi ce que l'on sait de ce qui s'opère en France. Vous dire quelques mots sur la protection temporaire, donc ce statut protecteur novateur qui se distingue complètement du droit d'asile. Et puis, vous parler du défi que représente cet accueil en France, c'est-à-dire un accueil sur mesure, pour ne pas dire haute couture, dont l'architecture est en cours de conception. Et je terminerai sur une conclusion pour ouvrir voilà, sur les transformations possibles. Alors tout d'abord, quelques données sur la situation des déplacés. Je ne vous projette pas forcément d'éléments que vous pouvez par ailleurs retrouver sur le portail extrêmement bien fait du HCR, du Haut Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies. Depuis l'Ukraine, selon les dernières données d'octobre, du HCR, c'est aujourd'hui en Ukraine 6 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays et plus de 15 millions qui sont en besoin d'assistance humanitaire. Et enfin 7 millions donc, qui ont franchi une frontière et qui sont arrivés donc, dans les pays voisins. Donc finalement, et à ce jour, je ne vous apprends rien, c'est le plus grand mouvement de population réfugiée, le plus grand exode qu'on ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout, le plus rapide. Certains jours, quelques semaines, quelques mois après l'éclatement du conflit, il y avait quand même 150 000 personnes qui traversaient la frontière au niveau de la Pologne. Et depuis le mois de mai, voilà, les rythmes se sont quand même ralentis. On est plutôt autour de 15 000, 20 000, 20 000 arrivent. Puis il y a surtout des croisements qui s'opèrent en fait actuellement. Alors la grande majorité de ces personnes sont des femmes, 86% d'entre elles, et puis beaucoup d'enfants, 2,5 millions sur ces 7 millions. Et d'ailleurs, elles n'aspirent qu'à une chose, comme la plupart d'ailleurs, quand même, de réfugiés qui ont tout quitté souvent en quelques heures, c'est de retourner chez elles dès que possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles souhaitent souvent s'établir dans les pays les plus proches. Et donc à cet égard, comme toujours, eh bien, les premiers pays d'accueil, ce ne sont pas des pays lointains, ce sont les pays voisins. Et je ne vous apprends rien donc en vous exposant la situation des premiers pays d'accueil, comme notamment la Pologne. Alors c'est important au niveau des chiffres que vous pouvez peut-être trouver parfois sur le flux d'informations, de bien distinguer le nombre d'entrées, de passages, de transit dans tous les pays frontaliers, du nombre de personnes qui vont y rester, qui vont être enregistrées comme déplacées, comme réfugiés. Et donc la Pologne, elle a connu plus de 6 millions en fait, d'entrées sur son territoire, mais elle a enregistré 1,5 million de personnes déplacées, devant la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, bien entendu. Et pour l'heure, les pays européens non limitrophes, qui accueille le plus, eh bien, c'est l'Allemagne. Encore l'Allemagne, j'ai envie de dire, puisqu'elle accueille aujourd'hui 1 million de déplacés ukrainiens, tout comme elle en a accueilli 1 million de Syriens en 2015. Mais il y a aussi l'Italie qui accueille près de 160 000 Ukrainiens. On trouve aussi en Espagne près de 147 000 personnes ukrainiennes. Et finalement, la France est un peu en deçà, puisque nous sommes aujourd'hui à peu près 107 000 personnes ukrainiennes sur notre territoire. Ce qu'il faut noter aussi, je tiens à le dire, c'est qu'on observe quand même depuis ces derniers temps, ces derniers mois, des mouvements pendulaires assez forts qui consistent en fait en des allers-retours, si vous voulez, des personnes ukrainiennes, en particulier entre la Pologne et l'Ukraine, mais pas seulement. Selon le HCR et l'OIM, on estime à peu près à 2,5 millions le nombre de retours en fait, qui s'opèrent en Ukraine. Donc, c'est des retours qui sont nombreux depuis la Pologne. Et des retours qui sont par ailleurs jugés assez précoces, puisque la situation évidemment sécuritaire est très précaire en Ukraine. Et donc les personnes s'y rendent pour en fait soit rendre visite à des membres de la famille, soit laisser
aider à sortir du territoire, soit voir aussi comment est la situation, soit parfois, notamment en Ukraine occidentale, pour s'y réinstaller, hein, à vrai dire. Voilà. Alors en France, on a à date, hein, en octobre 2022, à cet instant donc précis, selon les dernières informations, 107 000 personnes ukrainiennes donc qui sont installées. Un chiffre, hein, qui a donc progressivement augmenté depuis le mois d'avril, puisqu'on était à environ 43 000 personnes à l'époque, hein, dans les premières semaines. Et puis on a atteint les 100 000 environ à la fin du mois de juin. Et donc on constate, voilà, pour le moment, que la France fait toujours figure plutôt de pays de deuxième ligne, on dit, et pas forcément, voilà, de premier pays d'installation. La grande majorité sont en Île-de-France, mais aussi en PACA, dans le Grand Est. Et on a constaté également un mouvement de retour d'environ 10 000 personnes ukrainiennes, là, au mois de septembre, hein, selon les derniers chiffres. Tout ça, on l'a pu le constater par une double fenêtre d'observation, à la fois par le biais de l'OFII, voyant qu'en fait, les cartes donc ADA, donc permettant l'aide financière, hein, pour ces personnes, ne se sont pas, en fait, se sont désactivées. Et par ailleurs aussi en préfecture, on a constaté que les autorisations de séjour n'étaient pas renouvelées au bout des 6 mois. Donc on a effectivement, voilà, un moment qui coïncide aussi avec un ralentissement des arrivées en France, puisqu'on est à environ 180 arrivées par jour. Et bon an, mal an, on a une projection plutôt d'ici la fin de l'année à environ 130 000 personnes ukrainiennes, certainement sur notre territoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette protection temporaire, ce statut de protecteur inédit, pour ceux qui ne le connaissent pas encore parfaitement? Qu'est-ce que c'est? Et puis, on essaiera de faire une petite comparaison à la hâte, j'ai envie de dire, entre la protection internationale, donc ce qui relève du droit d'asile, et cette protection européenne, totalement novatrice. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que pour la première fois, l'Union européenne a décidé, donc, hein, dans sa décision du 4 mars dernier, d'activer, la fameuse directive du 20 juillet 2001, celle qu'on dit la directive de protection temporaire, pour accueillir les personnes fuyant le conflit en Ukraine. Cette directive, elle a été pensée, il y a quand même un certain temps, il y a plus de 20 ans, dans le contexte notamment des déplacements, de populations, issues, de la guerre d'ex-Yougoslavie puis du Kosovo, et elle avait un double objectif. C'était, d'accorder en fait une protection temporaire et immédiate à des personnes déplacées dans le cadre d'une arrivée massive, de personnes, pour éviter en fait l'embolisation des dispositifs d'accueil pour demandeurs d'asile. Et puis aussi le deuxième vœu, de ce texte, c'était d'assurer un équilibre entre les efforts consentis par les pays de l'UE, même si elle ne prévoyait pas du tout de mécanisme obligatoire à cet égard. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la protection temporaire, c'est un dispositif législatif européen à caractère exceptionnel, qui n'a jamais été activé jusqu'à présent, et qui est complémentaire, je dis bien, du droit d'asile et donc de la protection internationale. Donc la protection temporaire, ce n'est pas la reconnaissance d'un statut de réfugié. On peut parler dans le jargon de réfugié, mais en fait, on ne peut pas parler de réfugié, on parle de déplacés d'Ukraine, de déplacés ukrainiens, ce sont les termes consacrés. Et donc, pour rappel, en France, dans le droit d'asile, ça se structure avec, on va dire, 2 dispositifs de protection. Vous avez le statut de réfugié, la protection conventionnelle qui repose sur les critères de la Convention de Genève, et puis vous avez la protection subsidiaire qui peut également s'activer en cas, notamment, heu, de risque de subir des traitements inhumains et dégradants, d'être soumis à la peine de mort, ou en cas aussi de violences aveugles liées à un conflit armé, de haute intensité. Et donc finalement, cette protection temporaire, elle vient s'ajouter, si vous voulez, à cet éventail qui existe déjà. Et c'est une forme de protection eh bien, qui est particulière parce que elle va permettre un accès accéléré à la protection, si vous voulez, une sorte de formule voilà, condensée et accélérée. Alors rien n'empêche, je tiens à le signaler, Heu, rien n'empêche les personnes fuyant l'Ukraine de toujours déposer, une demande d'asile, une demande de protection internationale dans le cadre habituel. L'un n'empêche, pas l'autre. Voilà, et donc ce qui est inédit, c'est que pour la première fois donc, depuis 2001, les États vont parvenir à s'entendre unanimement, pour donc activer cette directive, donc la sortir, la dépoussiérer, et notamment, s'entendre sur la caractérisation de l'afflux massif, une condition qui va être jugée remplie, pour le cas du ukrainien. Alors bien sûr, il y a toute une part de considération politique, hein, qui a prévalu aussi à l'activation de la directive, que je ne mentionnerai pas, mais sur lequel on reviendra. Alors qui sont les personnes concernées par cette protection temporaire, les personnes donc éligibles à cette protection? Donc ce sont les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui ont quitté leur pays après le 24 février 2022, les personnes réfugiées en Ukraine qui y résidaient avant le 24 février 2022, les membres de famille, et puis aussi, autre point,
les personnes étrangères qui avaient une résidence légale et permanente en Ukraine et qui n'étaient pas en mesure, qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays dans les conditions sûres et durables. Donc, ce que cela veut dire ici, c'est qu'il y a déjà des personnes qui sont exclues, si vous voulez, de ce dispositif. Ce n'est pas une protection en fait totale non plus. Il y a les personnes avec une résidence permanente en Ukraine, mais qui ne peuvent pas retourner de façon durable et sans danger, même si elles n'y ont pas vécu depuis des années. Il y a les personnes qui résidaient en Ukraine de façon non permanente, comme des demandeurs d'asile, comme des personnes étudiantes, comme des travailleurs migrants, donc vraiment sous un statut très temporaire, qui ne peuvent pas normalement rentrer forcément dans ce cadre, et les personnes en situation irrégulière, bien sûr, en Ukraine. Et ça, c'est un premier constat qui a été fait tout de suite et qui a fait élever beaucoup de voix, c'est qu'il y a finalement des laissés pour compte de ce nouveau modèle de protection qui pourtant fuyaient les mêmes bombes, les mêmes situations. Et ça a été notamment le cas dont on a beaucoup parlé des étudiants, qui sont plus de 76 000 d'ailleurs en Ukraine, des étudiants étrangers, qui ont eu toutes les difficultés du monde à pouvoir accéder à la protection en France et qui, pour certains d'ailleurs, ont obtenu au début juste une autorisation provisoire de séjour de un mois seulement, qui n'ont pas forcément pu les renouveler. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que dans ces cas-là, l'interprétation est une interprétation qui a évidemment été laissée aux soins, donc à la discrétion de la préfecture, évidemment. Et quand on laisse effectivement la discrétion des préfectures, c'est toujours un angle mort particulièrement préoccupant qui voilà, entraîne souvent des traitements disparates. Et face à cette hétérogénéité de pratiques des préfectures, face à ces laissés pour compte, je prends notamment le cas des étudiants, il y a eu, bien heureusement au mois de juillet, oui, au mois de juillet, c'était au mois de juillet, l'annonce d'un moratoire, donc d'un gel en fait, hein, sur toutes les expulsions des étudiants étrangers d'Ukraine, en tout cas jusqu'au mois de septembre, avec son corollaire qui a été notamment la prise d'une circulaire au mois de juillet donc par le ministère de l'Enseignement supérieur pour favoriser l'intégration des étrangers dans le cursus français et éviter, en tout cas, faire en sorte qu'elles échappent à une potentielle QTF. Alors, je pense d'ailleurs que dans les invités, nous avons Rudy Haussmann, si je peux me permettre, fondateur de l'Union des étudiants exilés. Donc, je pense qu'il aura sans doute pas mal d'exemples à nous faire partager sur ce sujet et les déboires qu'ont pu rencontrer un très grand nombre d'étudiants étrangers qui étaient donc en Ukraine. Alors la question qu'on peut se poser évidemment, c'est est-ce que cette protection temporaire est une meilleure protection que celle de la protection internationale, c'est-à-dire celle qui nous permet d'accorder en fait le statut de réfugié. Alors, d'un point de vue du statut juridique administratif, on va dire des effets de la protection dans le temps, pas forcément, puisque comme son nom l'indique, c'est une protection temporaire qui n'est pas pérenne. C'est un statut qui peut durer pas plus de 3 ans et qui peut être d'ailleurs révoqué à tout moment par l'Union européenne. Par contre, d'un point de vue de l'ouverture des droits, c'est assurément bien plus protecteur parce que ça va permettre vraiment d'ouvrir toute une batterie de droits extrêmement rapidement. Alors, ces droits qui sont ouverts, notamment dans le cadre de la protection temporaire, quels sont-ils? Obtenir tout d'abord un droit au séjour très rapidement. Donc, ça prend la forme d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois. C'est instantané hein, dès le guichet, dès le guichet de la préfecture. Pouvoir travailler immédiatement, disposer aussi d'un hébergement, recevoir une aide financière qui va être en fait l'ADA, hein, donc l'aide financière pour les demandeurs d'asile, qui va être aussi appliquée aux Ukrainiens. Bénéficier par ailleurs après de prestations familiales, comme par exemple l'APL, accéder aux soins sans aucun délai de carence, contrairement aux demandeurs d'asile, et aussi accéder au système d'éducation, qui soit de tous les niveaux, et aussi à la formation professionnelle. Donc tout ça pour vous dire que d'un point de vue de l'ouverture des droits, c'est un grand oui. Évidemment, c'est un accès très facilité, très favorable, puisque vous le voyez bien, par rapport aux demandeurs d'asile, il y a une grande différence. Les demandeurs d'asile, eux, ils ont droit le temps de la procédure aux conditions matérielles d'accueil, un hébergement, une aide financière, un accompagnement, ça, c'est le dispositif national hein, qui est géré par l'OFII. Mais dans les faits, l'accès à ces droits pour les demandeurs d'asile, il est très difficile. Il est même aussi retardé dans le temps. Par exemple, pour les soins, il y a un délai de carence de 3 mois. Pour l'hébergement, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 30% de demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés dans le cadre du dispositif du DNA. Et j'en passe. Donc, il y a voilà, vraiment beaucoup de différences et ce régime est bien sûr beaucoup plus favorable. Cependant, et pour autant, il présente quand même, je dirais, un véritable défi pour notre pays, dont d'ailleurs les capacités d'hébergement, en tout cas jusqu'à présent, n'étaient pas forcément à la hauteur des enjeux.
qu'on a toujours eu un dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile complètement sous-calibré, malgré les nombreuses places qui ont été créées au fil des années. Alors, je vais terminer sur, donc ce sera la slide suivante sur cette idée. Donc, quel est déjà cet accueil qui a été mis en place? Quel est ce dispositif? Et puis, finalement, donc, quels sont les défis qu'il relève? Alors, les personnes ukrainiennes qui bénéficient du statut de la protection temporaire ne peuvent pas être accueillies dans le cadre du dispositif national pour les demandeurs d'asile. L'idée, en créant ce dispositif ad hoc, en activant la protection temporaire, c'était précisément que la demande ukrainienne ne vienne pas emboliser en fait le système à la fois de l'instruction de la demande d'asile et en même temps le système d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement déjà saturé. Or, ce que l'on voit bien sûr, qu'on soit demandeur d'asile d'un autre pays ou déplacé ukrainien, les conditions d'accueil sont toujours déterminantes et elles doivent toujours répondre à de très nombreux besoins. Alors, c'est quoi l'organisation de ce dispositif d'accueil sur mesure, haute couture, mis en place donc, pour les déplacés ukrainiens en France? Alors, le dispositif d'accueil, il est encadré en France par plusieurs instructions ministérielles. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a eu 2 principales déjà en mars, puis après d'autres. Et il est piloté par une cellule interministérielle de crise qui est coordonnée par un préfet, qui est le préfet Joseph Zimé, depuis le 10 mars 2022. Et il va donc se décliner à différents niveaux avec toujours un acteur pivot en la matière qui est le département, le niveau de la préfecture. Sur le volet administratif, je serai très rapide, il y a des guichets spéciaux Ukraine qui ont été ouverts donc dans les préfectures pour centraliser l'ensemble des démarches, pour permettre à la fois l'accès donc au fameux titre de séjour, à l'autorisation provisoire de séjour de 6 mois, mais aussi accéder donc au niveau de l'OFII à l'aide financière et à tout un dispositif. Sur le volet surtout de l'hébergement, et du logement. En la matière, on a quand même innové. On a vraiment un schéma national d'accueil et d'hébergement qui a été construit d'au moins 100 000 places, et il a été annoncé comme tel, avec des efforts communs de tous les acteurs, des collectivités, des bailleurs, des associations, du secteur privé, et surtout aussi de solutions d'hébergement citoyen, ce qui est la grande nouveauté. Et donc l'État a conçu en fait une articulation à 3 niveaux, si vous voulez, d'hébergement et de logement. Tout d'abord des centres de premier accueil à l'arrivée, qu'on a appelé des hébergements SAS d'urgence, donc en gros juste à la nuitée, en hôtel ou en gymnase, puis des centres d'hébergement ad hoc, des structures voilà, collectifs de plus grande capacité transitoire pendant quelques mois, le temps d'orienter vers le logement, et finalement un 3e et dernier niveau, qui est le logement à plus long terme, en logement autonome, avec voilà, un hébergement possible citoyen, encadré, peut être éventuellement mobilisé. Et donc actuellement, juste pour vous donner quelques chiffres, eh bien, nous avons à peu près, là, sur les 100 000 personnes, ce sont les chiffres de juillet 2022, 13 000 personnes ukrainiennes qui sont actuellement en logement, 11 000 en hébergement public collectif, à peu près 5 000 en hébergement d'urgence, et on estime à 15 000 le nombre de personnes ukrainiennes qui sont hébergées en hébergement citoyen, ce qui est donc de loin la grande nouveauté sur laquelle je vous en dirai un petit mot juste après. Au niveau du dispositif et pour terminer, je ne veux pas non plus être trop longue sur ces sujets. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de mesures d'accompagnement, notamment sur le volet de l'accès à l'emploi, pour faciliter l'insertion professionnelle, avec des instructions plutôt très poussées, très ambitieuses, notamment demandant par exemple aux préfectures de faire un premier niveau d'information et même de collecter en fait au niveau des déplacés ukrainiens en guichet par le biais de formulaires des souhaits d'emploi, leurs compétences, etc. Et Pôle emploi de rappeler carrément les déplacés ukrainiens pour leur faire des propositions. Donc ça a été très loin. Beaucoup de propositions aussi pour lever tous les freins en fait à l'emploi, chose qu'on ne connaissait pas du tout auparavant, comme proposer des places en crèche, la scolarisation, l'aide à la scolarisation immédiate des enfants, l'accès à un compte bancaire, etc. Donc voilà, énormément de choses proposées. Et puis sur le volet formation et études supérieures, ça a été aussi accompagné par un autre texte permettant notamment voilà, l'accès direct, et notamment par Campus France, pour que les étudiants puissent continuer, bien sûr, leurs études ou les reprendre ou en faire de nouvelles. Pour ce qui est des défis, très rapidement, et Noémie, tu pourras passer éventuellement, je pense, aux slides suivantes. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas m'étendre, évidemment, tant elles sont nombreuses, parce que même si ça peut paraître être un dispositif voilà, robuste, intéressant, généreux, il y a eu quand même beaucoup de difficultés. En fait, la première difficulté, ça a été quand même le grand défi des arrivées perlées au début, c'est-à-dire, si vous voulez, d'arriver par plein de voies différentes, par plusieurs entrées,
différentes sur le territoire, et surtout le fait que les personnes allaient directement chez des particuliers, chez des connaissances, chez des personnes qu'ils connaissaient, si bien qu'il y a eu une grosse difficulté au départ à orienter les personnes vers les dispositifs existants. D'autre part, un autre défi totalement inédit, ça a été, par son ampleur, ça a été celui vraiment de l'hébergement citoyen. Pour la première fois, le concept n'était pas nouveau, mais pour la première fois, il y a eu véritablement une volonté de prise en main, dans le schéma d'accueil global, d'hébergement et de logement de la part de l'État, de institutionnaliser et encadrer, l'hébergement citoyen. Noémie Pathé vous l'a expliqué, bien en détail dans l'introduction. Il y a eu énormément de propositions d'hébergement faites, plus de 91 000 en quelques mois à peine. Et donc tout l'enjeu, ça a été d'accompagner ce mouvement et surtout de le cadrer, parce que s'il y a bien, un domaine dans lequel on ne s'improvise pas, c'est de recevoir chez soi, pendant des mois, une famille de réfugiés. Et évidemment, il y a eu un certain nombre de déconvenues, chez les hébergeurs, chez les réfugiés, et donc il a fallu accompagner cela. Et donc au niveau de chaque département, un acteur référent a été nommé par le préfet, qui donc s'occupait de la mise en relation. Et puis, aussi, il a fallu éviter que le système s'essouffle, et ça a été très important. Des annonces ont été faites cet été et ça a été confirmé là au début du mois d'octobre. Une aide financière donc va être désormais déployée à hauteur de 150 € par mois, pour donc chaque famille accueillant donc des ressortissants ukrainiens pour un délai de 90 jours. Voilà, et donc évidemment les défis, sont nombreux. Il y a la question de tenir dans le temps, bien entendu. C'est-à-dire qu'au-delà de l'urgence, après, le transitoire, il faut penser à l'accueil dans la durée, et ça, c'est vraiment important de définir, un cadre et des mesures qui soient ni partielles ni transitoires, et donc ça a tout de suite, fait appeler à la question des moyens pour accueillir quand même ces 100 000 personnes. Accueillir, c'est pas que des murs, c'est pas que de l'hébergement, c'est aussi des compétences, des bras, de l'accompagnement. Et il faut rappeler quand même qu'en la matière, dans ce secteur, on est sur des métiers de l'humain qui sont en très forte pénurie pour trouver des travailleurs sociaux, pour réaliser, tout cet accompagnement. Enfin, évidemment, les défis sont liés très certainement à la fabrication, d'un nouveau dispositif dont l'architecture n'est pas encore totalement, stabilisée. C'est toujours le lot, hein, d'un nouveau schéma, en cours de construction. C'est un chantier, il n'y a pas d'autre mot, et voilà, c'est un modèle, qui a été bâti quand même à la hâte, au départ, dont toutes les pièces, hein, n'étaient pas encore assemblées, et il a fallu quand même, voilà, stabiliser les choses, mailler, l'ensemble des acteurs, et puis voilà, mettre en place un certain nombre de coordinations qui aujourd'hui, vont évidemment, beaucoup mieux. Pour conclure, et je terminerai, sur ce point avant de laisser la parole à Noémie Pathé pour la suite. Je pense que tout l'enjeu, finalement, et qui paraît le plus important, mais aussi, le plus incertain, c'est, de parvenir à transformer, en fait, cet effort, cette prouesse de l'accueil des personnes ukrainiennes portée par un élan hors du commun, en une promesse d'un accueil plus inclusif, et digne pour tous, c'est-à-dire sans choix, sans hiérarchie, sans tri. Et bien sûr, il faut saluer, cette incroyable bulle, de solidarité, hein, qui s'est spontanément formée, autour de l'accueil des Ukrainiens, du citoyen, qui était prêt à héberger, jusqu'au sommet de l'État français, hein. C'est toujours, assez, spectaculaire quand on voit que tout le monde se sent un peu convoqué, en fait, hein, par l'envie d'aider. Et on voit que cette solidarité vient mailler tous les échelons de la société. Mais, mais on ne peut pas s'empêcher de s'interroger, tout comme l'ont fait de nombreuses voix, hein, sur, voilà, la hiérarchisation finalement des crises, des réfugiés, des personnes. Et en creux donc, de cette solidarité consensuelle, ça nous a donné aussi à voir et à vivre pour certains, et certains acteurs aussi, et bien à vivre quand même un certain moment de dissonance, j'ose l'expression, vraiment, parce que derrière cet élan naturel, ce qui nous interpelle, c'est que, et bien les Ukrainiens que nous accueillons aujourd'hui, ils fuient un contexte d'insécurité généralisée au même titre que, des Afghans, que des Syriens, que des Somaliens, des Éthiopiens, des Yéménites. Et donc c'est important aujourd'hui de saisir plutôt cette opportunité, pour aller encore plus loin. Parce que même si la protection temporaire vient créer ce régime juridique autonome, ça pourrait venir vraiment impacter positivement, l'ensemble de notre modèle d'accueil, et voilà, de tenter vraiment de le muscler, davantage, parce qu'on s'en rend compte, le premier constat qu'on fait, c'est qu'on en est capable. On peut se saisir de ces apprentissages et de ces effets vertueux. Il y a des réels enseignements à tirer de la crise. On peut mettre en cohérence, on l'a prouvé aussi,
Et surtout, il faut anticiper en fait et créer des mécanismes qui survivent dans le temps au renversement d'actualité parce que les mouvements de population et les crises sont malheureusement appelés à durer. Je nous rappelle collectivement que le HCR, au mois de juin dernier, nous a informé que nous avions dépassé la barre glaçante des 100 millions de personnes déracinées dans le monde. Donc le grand défi qui est le nôtre, c'est celui de cet accueil digne de toutes les personnes exilées, dont le nombre n'a jamais été aussi important. Et il faut se préparer, il faut préparer l'avenir pour accueillir mieux et dignement, et surtout au-delà de l'émotion du moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie. Voilà, donc je m'excuse, on a eu un petit problème avec les slides, mais normalement, là, vous êtes sur la dernière slide de Lucie Feutrier-Cook. Voilà, pour rebondir sur le propos de Lucie, je rebondis donc sur cet enjeu de l'accueil inclusif sur lequel je vais davantage m'arrêter parce que effectivement la réponse à la crise ukrainienne est à la hauteur des enjeux, mais cette situation met vivement en lumière le traitement différencié des autres populations migrantes, comme cela a été explicité par un bon nombre d'associations. Et je souhaite revenir dans un premier temps sur effectivement les politiques migratoires européennes de ces dernières décennies qui, depuis les années 70-80, fonctionnent autour d'un principe directeur commun qui est donc l'exclusion. Hein, l'exclusion, l'emmurement, l'enfermement. Ça va, vous voyez bien le PowerPoint? Pardon, je m'arrête, une petite pause technique. Juste si quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien le PowerPoint. Oui, ok, merci. Voilà. Donc effectivement, politique migratoire européenne qui font que l'Union européenne fonctionne en réalité comme un État-nation depuis les années 70-80, un État-nation qui cherche à se préserver des risques supposés de la migration. Par conséquent, les personnes migrantes en Europe sont parmi les populations les plus discriminées et ces processus discriminatoires concernent tous les secteurs de la vie sociale, que ce soit l'accès au logement, l'éducation, la santé, le travail, la sécurité sociale, etc. Ce mode de régulation, il fonctionne en trois grandes caractéristiques. La première caractéristique, on pourrait la qualifier d'emmurement aux frontières, avec effectivement l'édification de murs physiques, le contrôle des murs physiques et maritimes, une sécurisation toujours plus militarisée hein, de ces frontières, qui entraîne des stratégies de contournement de la frontière et des stratégies de transgression qui sont en réalité de plus en plus dangereuses et qui entraînent une augmentation de la mortalité des populations migrantes. Ça, c'est l'une des conséquences. La deuxième conséquence, c'est la pérennisation des camps et des lieux de transit. Et je pourrais ne serait-ce qu'évoquer, par exemple, la situation à Calais, au sujet de laquelle Human Rights Watch évoquait en 2021 les traitements dégradants entre les opérations répétées d'expulsion massive, le harcèlement policier quasi quotidien et les restrictions pesant sur la délivrance d'aide humanitaire et sur l'accès à cette aide. Des pratiques abusives, principalement dans le but de forcer les personnes à partir ailleurs, sans résoudre leur statut migratoire ni l'absence d'un abri. Par contre, en parallèle, ont été ouvertes des auberges de jeunesse pour les Ukrainiens, pour les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à Calais. Ce qui va mener d'ailleurs un collectif d'associations à porter plainte pour discrimination. Une deuxième caractéristique serait l'externalisation des frontières, qui est l'une des grandes tendances des politiques migratoires européennes depuis ces 20 dernières années, qui consiste à mettre à distance les dispositifs de contrôle migratoire vers d'autres pays. D'abord les pays frontaliers au sein de l'Union européenne, donc avec les accords de Dublin par exemple et les logiques de hotspot, mais également en externe avec des accords bilatéraux qui sont conclus avec des pays tiers,
via des négociations plus ou moins formelles, et qui consiste à créer des camps ou des bureaux d'études des demandes d'asile ou des ponts aériens dans d'autres pays, comme par exemple le Niger, le Tchad, le Maroc, en contrepartie d'aide financière ou d'aide au visa, qui ne sont pas toujours respectées d'ailleurs. L'intérêt pour l'Union européenne ici est de mettre à distance la présence des personnes migrantes jugées gênantes, mais en ce faisant, d'une part, on pérennise les lieux de transit, et d'autre part, les populations migrantes sont devenues, et ça se voit particulièrement ces derniers temps, sont devenues l'objet de négociations, elles sont devenues une monnaie d'échange entremêlée dans les intérêts géopolitiques et commerciaux des États. C'est très visible avec le cas de la Turquie ou encore récemment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. La Pologne, on le rappelle, hein, Lucie l'a bien dit, la Pologne est aujourd'hui le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens. Mais il y a encore quelques mois, entre la Pologne et la Biélorussie, étaient coincés des milliers de réfugiés syriens, irakiens, afghans ou yéménites, parce que la Biélorussie donc, a utilisé la volonté de ces personnes de chercher refuge en Europe comme un moyen de pression sur l'Union européenne qui lui a imposé des sanctions économiques. Cette situation a été décrite par Amnesty International notamment, qui a soulevé voilà, des actes de brutalité, de mauvais traitement, d'extorsion, d'abandon dans la zone tampon entre les deux frontières, tout ceci en plein hiver. Et puis la troisième caractéristique que l'on pourrait évoquer, c'est donc une gouvernance confinementaire qui a été intériorisée au sein des États membres de l'Union européenne, avec différentes formes de confinement, des confinements dans des espaces, donc dans les centres de rétention, dans les prisons, etc. Des confinements dans les statuts temporaires, hein, avec des titres de séjour de plus en plus difficiles à obtenir, avec une précarisation également du droit d'asile. Ou encore un confinement dans des secteurs d'emploi, puisque en France, par exemple, près d'un emploi sur 3 est soumis à une condition de nationalité et ou de diplôme français. La conséquence de ça, c'est que effectivement, les populations migrantes et leurs descendants sont particulièrement vulnérables aux discriminations économiques. Et ça, les recherches le démontrent chaque année, hein. De manière générale, les migrants ont en moyenne un taux d'emploi plus faible que les autochtones, sont plus exposés au chômage, ont des conditions de travail plus pénibles, des salaires plus faibles, et leur niveau de qualification ne leur permet pas de supprimer ces inégalités. Alors, cette gouvernance confinementaire, elle sera justifiée par plusieurs idées. J'en retiens deux principales qui sera intéressantes pour nous aujourd'hui. La première idée, c'est que on aurait atteint un seuil de tolérance, hein, voire on l'aurait dépassé. Ça, c'est une notion qui est très présente dans les discours. Autrement dit, l'arrivée de populations migrantes représente un danger économique. Alors cette idée de seuil de tolérance n'est pas nouvelle, mais a particulièrement été entendue durant la crise de 2015. Pourtant, à titre de rappel, hein, sur les 6,8 millions de personnes syriennes qui ont fui leur pays entre le début du conflit et le printemps 2022, seuls 17% d'entre eux ont déposé une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne. Parmi ces 17%, parmi donc les demandeurs d'asile qui ont déposé leur demande en Europe, seuls 55,5% ont déposé leur demande en Allemagne, contre 2,2% en France, soit 25 000 demandes qui ont été enregistrées. Donc sur l'ensemble des exilés syriens, la France a enregistré moins de 0,4% des demandes. Concrètement, ça nécessite de poser la question de ce que signifie prendre sa part. À ce sujet, je m'appuie sur les travaux de François Héran, qui étudie ce que ça veut dire, une capacité structurelle d'un pays d'accueil. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, de la capacité, comment on peut mesurer la capacité d'un pays d'accueil. Et il soulève dans ses travaux que la France représente 15% de la population de l'Union européenne et 17% du PIB. Par conséquent, si la France accueillait à proportion de ses capacités structurelles, elle aurait dû, en toute équité, enregistrer entre 170 000 et 200 000 demandes d'asile syriennes, contre quelques 25 000 effectivement enregistrées.
Voilà. On fait le même constat pour les Afghans. Les Afghans ont déposé seulement 8% des demandes déposées dans l'Union européenne, sachant que la très très grande majorité des réfugiés afghans, ça se compte en plusieurs millions, sont dans des pays d'Asie centrale comme le Pakistan ou l'Iran. L'idée derrière, c'est que les migrations internationales sont très majoritairement un phénomène de proximité, c'est-à-dire que ce sont des migrations régionales, hein. Et et c'est très visible, notamment quand on étudie, donc vous avez la carte à la droite de la slide, la carte qu'on surnomme l'arc des réfugiés. C'est très visible quand on s'intéresse à qui sont les pays qui accueillent les réfugiés. On voit bien que ce sont principalement des États du Sud, hein. Aujourd'hui, les migrations internationales concernent pour 86% des pays d'accueil du Sud. Parmi les migrations qui arrivent en Europe, ce qu'on constate avec le graphique de gauche, c'est que eh bien, la France est loin de prendre la part la plus importante et les demandes d'asile en France avec la crise de 2015 n'ont que très peu augmenté comparé par exemple aux demandes d'asile qui ont été déposées en Allemagne à titre de comparaison. Si on s'intéresse plus largement à la proportion d'immigrés dans le pays d'accueil, là je vous propose le graphique à gauche de ma slide qui recense les données de l'ONU qui ont été présentées par François Héran au Collège de France. Ce que l'on constate, c'est que eh bien, la France accueille, alors selon l'ONU, 13% de sa population totale, dont 13% est immigrée. Donc la France est loin d'être le pays d'Europe qui accueille le plus et c'est loin également d'être le pays du monde qui accueille le plus, puisqu'avec les pays du Golfe notamment, hein, qui accueillent parfois jusqu'à 88% de sa population des immigrés. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater qu'il existe une très très grande diversité de populations, une très très grande diversité de proportions, pardon, dans la population immigrée, hein, et donc il serait impossible de décider la proportion optimale d'immigrés dans un pays. Cette proportion dépend intimement de l'histoire du pays, de sa politique, de son contexte socio-économique. Aujourd'hui en France, on est à une proportion de 13%. Il y a quelques années, quelques décennies, on était plutôt à 40%, hein. Donc voilà, en fait, l'idée ici, c'est que au fond, il serait impossible de décider scientifiquement de ce qu'est la proportion optimale d'immigrés dans un pays. Il s'agit d'une question politique et non scientifique. Et d'ailleurs, la preuve en est que la question du seuil de tolérance n'a pas du tout émergé au sujet de l'arrivée des Ukrainiens. Au contraire, je le rappelle, hein, le directeur de l'OFII a affirmé que la France dispose d'un parc d'hébergement de demandeurs d'asile qui peut être agrandi. Autrement dit, l'ouverture des États aux réfugiés ukrainiens démontre que le droit d'asile n'est pas une question de capacité, mais une question de volonté politique. Voilà, je passe à la seconde idée qui légitime donc la gouvernance confinementaire qui caractérise les politiques migratoires européennes. C'est l'idée que la légitimité d'une population migrante dépend d'un sentiment collectif de proximité culturelle et identitaire. Cette idée du danger culturel, du danger identitaire, elle est omniprésente sur la scène médiatico-politique actuelle concernant les migrations. On utilise des métaphores notamment aquatiques, qui rendent compte de ce danger de la vague qui viendrait diluer notre identité collective. Cela sous-entend le principe universel fondateur de la nation française, qui affirme que celle-ci repose sur un socle identitaire unique et commun. De manière générale, cette idée d'un danger identitaire est argumentée par la proximité historique et culturelle, ce qui inclut la question religieuse, de l'appartenance des personnes immigrées. Et c'est vrai que dans notre histoire, et les sciences humaines et sociales ont participé à cela, on a construit une hiérarchisation des origines en fonction des supposées capacités d'intégration. Aujourd'hui, et depuis les années 80 environ, les personnes migrantes d'origine maghrébine, par exemple, sont perçues comme ne pouvant pas s'intégrer ou ne souhaitant pas s'intégrer parce qu'ils sont trop loin de nous, culturellement parlant.
Il s'agit de rappeler que les arrivées maghrébines ont historiquement été provoquées par le gouvernement français pour combler un manque de main-d'œuvre dans les années 60, dans la continuité notamment des processus de colonisation et de décolonisation. Et ce qu'on constate, c'est que c'est effectivement sur la présence des Maghrébins que se cristallise à partir des années 70-80 cette figure de l'étranger dangereux, parce qu'ils sont particulièrement médiatisés à cette époque-là, notamment dû, mais pas uniquement, mais notamment dû au démantèlement des bidonvilles de travailleurs migrants dans les années 80, qui vont donner lieu à des politiques urbaines qui accoucheront à ce que l'on appelle aujourd'hui les banlieues. Donc là, ce qu'on voit émerger, c'est un nouveau découpage dans les discours dominants, un découpage entre d'une part le citoyen européen et d'autre part, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Chevènement, le sauvageon musulman. Et ce découpage a été renforcé par une visibilité accrue de l'islam dans l'espace public par différents événements sur lesquels je ne reviens pas. Ce qu'on constate effectivement, c'est que l'opinion publique est bouleversée aujourd'hui. Il y a un sentiment de crainte très fort qui concerne les potentielles violences de l'islam. Et ça se traduit très concrètement par des discriminations à l'emploi, par exemple. Et là, je m'appuie sur les travaux de Marianne Valfort à l'Institut Montaigne, qui dévoile que une personne qui s'appelle Michel aurait besoin d'envoyer 5 CV pour être convoqué une fois en entretien, tandis qu'un Mohamed aurait besoin d'envoyer 20 CV pour être convoqué une fois en entretien. Alors, ce découpage européen, non européen, musulman est extrêmement visible dans les justifications formulées par la classe politique au sujet des traitements différenciés entre Ukrainiens et autres populations migrantes. Par exemple, les Ukrainiens, on va les qualifier de membres de la famille, d'une même famille européenne que nous. Pour reprendre l'expression de la Commission européenne, les gens qui arrivaient en Europe en 2015 avaient une religion différente et une culture qui n'était pas compatible avec la nôtre, pour citer un sénateur de la République tchèque, ou encore Jean-Louis Bourlange, le député MoDem, a déclaré en février que les réfugiés de guerre ukrainiens seraient une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit, sous-entendant de façon assez maladroite qu'il y aurait des mauvais réfugiés et des bons réfugiés dont la France pourrait exploiter les ressources humaines. Autrement dit, c'est parce que les Européens se sentent proches culturellement des Ukrainiens que le sentiment de solidarité s'est fondé. Il y a ici une différenciation raciale qui sous-tend ce découpage et qui a été mise en évidence au sein même de la gestion de la crise ukrainienne. Et Lucie Feutrier-Cook l'a mentionné, puisqu'un tri a été opéré aux frontières polonaises, hongroises et roumaines entre les Ukrainiens blancs d'une part et les ressortissants africains, principalement étudiants résidant en Ukraine, qui eux ont été pour beaucoup refoulés. Et puis, ce tri ne s'arrête pas puisqu'effectivement, la protection temporaire est accordée aux Ukrainiens et aux personnes bénéficiant d'un titre de séjour permanent, ce qui exclut a priori les personnes dont la régularisation n'a pas été faite. Donc, pour reprendre l'idée de François Gémen, face à la guerre en Ukraine, s'est activé le projet politique libéral de l'Europe et des États-Unis dans ce qu'il a de plus fondamental. Je cite Gémen, « La solidarité politique, économique et militaire des démocraties libérales contre l'agression d'un régime autoritaire, la mise en œuvre concrète des droits humanitaires dont font partie l'accueil des réfugiés et les poursuites pénales pour crimes de guerre. » Donc on touche là à la fonction diplomatique de la mobilisation solidaire à l'égard des Ukrainiens, puisque donc ces Ukrainiens sont représentés comme des héros face à un envahisseur russe dont on se sent aussi, nous, potentiellement menacés. C'est pas seulement l'Ukraine que les États membres défendent et soutiennent, mais c'est aussi leur propre intérêt national. Et c'est ce qui fera dire à François Gémen que les États membres se mobilisent dans une forme d'altruisme égoïste. C'est d'ailleurs, et il le précise bien, ce qui d'ailleurs régit plus largement les relations internationales, cet altruisme égoïste. Le problème, c'est que la crédibilité du projet libéral que j'évoquais à l'instant, elle est conditionnée à son universalité.
Et ce qu'on a vu là à l'instant, c'est que la mise en comparaison des traitements de différentes populations migrantes, avec les Ukrainiens d'un côté et les migrations subsahariennes et proche-orientales de l'autre, eh bien, cette mise en comparaison révèle le caractère discrétionnaire des politiques d'asile européennes. Autrement dit, la différence de traitement entre les Ukrainiens blancs chrétiens d'un côté et les personnes racisées potentiellement musulmanes de l'autre n'est pas seulement un enjeu moral, éthique, mais c'est aussi une véritable mise en danger des fondements de l'engagement des démocraties occidentales en faveur des libertés fondamentales et du droit humanitaire. Si je reformule, le droit d'asile, c'est un droit fondamental, encadré, et Lucie Feutry-Cook l'a bien rappelé, encadré par des organes internationaux et par la plupart des constitutions des États européens. Et ce droit ne peut pas s'appliquer de manière discrétionnaire en fonction des volontés politiques des pays d'accueil, de leurs besoins sur le marché du travail, des préjugés ethno-raciaux de l'opinion publique ou encore de la capacité de la société civile à se mobiliser. Alors, pour conclure mon propos, ce que je vous propose, c'est de poser une question. C'est est-ce que ce que met en lumière la crise ukrainienne au sujet des traitements des populations migrantes pourra faire bouger les lignes ou non? Alors, c'est un peu tôt pour le dire, mais ce que l'on constate, c'est que c'est une crise qui génère des prises de conscience. Et en témoigne, par exemple, le mea culpa du maire d'extrême droite de Béziers, Robert Ménard, qui en mars dernier a affirmé regretter ses prises de position contre l'accueil des réfugiés syriens et afghans, maintenant qu'il est confronté aux enjeux de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc il y a des prises de conscience. Toutefois, ces prises de conscience ne peuvent pas en rester là. Et il serait souhaitable et vraisemblable, certains le pressentent, que cela modifie les perceptions qui sous-tendent nos politiques d'asile et d'immigration, et sur plusieurs points. Je vous propose de retenir 3 points. Le premier point, c'est l'enjeu de se débarrasser de la chimère qui est l'idée du seuil de tolérance. L'immigration, et les études migratoires le montrent bien, l'immigration est régulière depuis plus d'un siècle. L'océan des migrations, depuis, on peut remonter même aux origines de l'histoire de nos sociétés. L'immigration humaine, c'est un phénomène stable. Et par exemple, là, je vous ai mis un graphe qui montre bien que même si en chiffre absolu, le nombre de migrants internationaux augmente, eh bien, en chiffre relatif, c'est-à-dire donc la ligne bleue sur mon graphe, eh bien la proportion, le nombre de migrants internationaux est proportionnel à l'augmentation de la population mondiale. Donc, une immigration régulière. De tout temps, les populations, les sociétés, les nations ont été transformées par les migrations anciennes, par les migrations nouvelles. Et finalement, pourquoi est-ce que ça changerait ? On l'a vu tout à l'heure, la question du quota idéal est une question à laquelle on ne peut pas répondre scientifiquement. Et d'ailleurs, pour continuer cette idée, rappelons que la France représente à elle seule 17% du PIB de l'UE, et donc que si elle devait accueillir en fonction de ses capacités d'accueil, il lui faudrait accueillir autour de 500 000 Ukrainiens, contre les 100 000 places envisagées par le gouvernement. Le problème, c'est que cette idée de seuil de tolérance, elle continue à être mobilisée pour justifier la restriction de leur accès aux droits des étrangers. La deuxième idée, la deuxième exigence sur laquelle il s'agirait de revenir, c'est de construire un véritable processus d'évaluation de nos politiques migratoires. Parmi ce qui définit une politique migratoire, il y a théoriquement ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire une activité d'évaluation faite de la progression des politiques migratoires. Donc voilà, comment progresse l'accueil, l'intégration, le refoulement, etc. Et ce système de monitoring est très important dans toute politique publique, mais également dans les politiques migratoires. Et ce qu'on constate, c'est que cette activité n'est pas faite dans le champ des politiques migratoires. De manière générale, ça fait 2-3 décennies qu'une nouvelle loi sur l'immigration et l'asile sort en moyenne tous les 16 mois, sans avoir réalisé ce travail d'évaluation des lois précédentes dont on hérite. Et c'est ce qui vraisemblablement va arriver en 2023 avec la nouvelle loi annoncée par Emmanuel Macron. Voilà, il y a donc un enjeu à repenser cette activité d'évaluation de nos politiques migratoires dans l'objectif que ces politiques s'appliquent effectivement de façon universelle.
Et puis le troisième point sur lequel il s'agirait de s'arrêter, c'est de repenser la distinction migrants-réfugiés. Puisque si l'objectif serait de s'appuyer sur une activité d'évaluation pour repenser nos politiques migratoires, c'est aussi s'appuyer sur les données scientifiques qui permettent de refroidir le débat sur l'immigration. Sur les données donc, des études migratoires et qui ont tendance, en fait, dans les débats, à être maintenues dans un angle mort, hein, dans les débats actuels. Et l'une des idées qu'il s'agirait de mettre en avant et qui a été démontrée dans les études migratoires, c'est la déconstruction de la dichotomie migrants économiques, réfugiés politiques. Hein, on a une idée préconçue qui est très présente dans les discours, qui consiste à dire que il y a d'un côté les migrants économiques illégitimes et de l'autre les réfugiés politiques légitimes. Or, ce que montrent les études migratoires, c'est que eh bien, la migration, c'est un phénomène complexe et de plus en plus complexe, et que les facteurs migratoires sont extrêmement pluriels et entremêlés, hein, facteurs environnementaux, climatiques, crises économiques qui génèrent des crises politiques et qui génèrent des crises économiques, la raréfaction du travail, les facteurs démographiques, les représentations collectives, la traite des êtres humains, l'absence de droits, etc. Tous ces facteurs s'entremêlent, s'articulent, et donc il est extrêmement compliqué aujourd'hui, au regard de la réalité sociologique des migrations internationales, de faire cette distinction qui est demandée par les administrations étatiques, de faire cette distinction entre migrants économiques et réfugiés politiques. Et il se trouve que le cas des migrations ukrainiennes confirme cela, comme l'a souligné François Gémen. Alors, bien entendu, et je ne discute pas du tout ça, hein, mais bien entendu, il y a des personnes déplacées par les bombardements, par la guerre, mais il faut se rappeler que la migration ukrainienne n'est pas nouvelle. Elle croît de manière assez importante depuis 2014, en grande partie à cause de l'appauvrissement du pays, avec des personnes migrantes qui s'orientent vers la Pologne ou vers la Russie principalement. Ces émigrés ukrainiens, depuis 2014, reçoivent le statut de travailleurs temporaires et ne demandent que très rarement l'asile, alors même que l'appauvrissement du pays, qui provoque la migration, est dû en très grande partie à l'invasion du Donbass et de la Crimée par la Russie. Vous voyez comment les facteurs économiques et politiques s'entremêlent complètement. Pourtant, ce qu'on constate, c'est que ces deux catégories de migrants économiques, réfugiés politiques continuent de déterminer le traitement qui sera réservé aux personnes migrantes. D'un côté, une protection difficilement obtenue pour les réfugiés qui ne sont pas ukrainiens, et de l'autre, un rejet complet pour les migrants dits économiques. Donc il s'agit là de déployer, de renforcer de vraies politiques d'immigration et d'asile et de développer leur complémentarité. Alors, un petit mot pour conclure. La situation de l'accueil des Ukrainiens nous montre qu'un accueil à la hauteur des enjeux est possible. J'ai essayé de tenter d'interroger les déterminants de la solidarité européenne à l'égard des réfugiés ukrainiens, et ça a conduit à questionner l'universalité du droit d'asile sur le territoire européen. Le droit d'asile, en tant que droit fondamental, n'est pas un droit conditionné à la question de la capacité, ni à la volonté citoyenne. Et d'ailleurs, Lucie Feutrier-Cook l'a évoqué, hein, l'élan d'hébergement citoyen, on le voit bien, s'essouffle actuellement parce que l'accueil des personnes ne peut pas reposer sur la société civile, hein, ça relève d'une compétence étatique, et donc il s'agit de solidifier, de renforcer les dispositifs étatiques de logement. Donc, un droit fondamental qui ne peut pas reposer sur la volonté citoyenne. C'est un droit également qui ne peut pas être conditionné par la volonté politique, qui ne peut pas non plus être conditionné aux enjeux géopolitiques des États concernés. Par conséquent, il ne s'agit pas uniquement de prendre conscience du caractère discrétionnaire des politiques d'asile, mais il serait souhaitable que cette prise de conscience se traduise par le déploiement de politiques qui reposent à la fois sur les résultats des études migratoires et aussi sur une activité d'évaluation solide et officielle. Voilà.
peut-être pour finir ma présentation, je peux simplement indiquer, et s'il y a des questions, je reviendrai sur le sujet, mais indiquer que ce souci de mettre en dialogue les apports de la recherche et les pratiques en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes migrantes, ce souci est au cœur de la formation que l'on a ouverte en janvier 2021, donc du DU Action sociale et migration, qui est donc une formation qui est ouverte aux professionnels, hein, elle peut être cumulable avec une activité professionnelle ou avec d'autres études supérieures. C'est une formation qui a lieu de janvier à décembre, donc sur l'année civile, avec 6 sessions de 3 jours réparties dans l'année. Et lors de ces sessions, on aborde des thématiques variées, avec toujours ce souci de mettre en dialogue des chercheurs et des praticiens, à la fois des praticiens d'organisations internationales, d'administration et également d'associations. Voilà. Donc on retrouve véritablement, et il me semble que là réside une clé, hein, pour avancer sur la question de l'accueil digne et du respect des droits humains des populations migrantes. Et cette clé, c'est effectivement de s'appuyer sur les données pour éclairer nos pratiques d'accueil et nos pratiques d'accompagnement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et donc, peut-être que l'on peut ouvrir... alors, si j'arrive, voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Merci Noémie, merci Lucie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du DU que vous dirigez, qui justement prépare à toutes ces notions-là, et expliquer un petit peu les métiers qui peuvent être concernés ou intéressés par le fait d'apprendre toutes ces pratiques dans le cadre de l'accompagnement des populations des nouveaux arrivants? Oui, tout à fait. Alors, ce DU, donc je le disais à l'instant, hein, s'adresse aux personnes qui sont engagées auprès de personnes migrantes, et ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Actuellement, pour vous donner quelques exemples, et puis j'élargirai, actuellement dans la promotion de cette année, on a des professionnels de l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des personnes migrantes. On a des éducateurs spécialisés qui accompagnent par exemple des mineurs isolés dans leur projet d'accès à une autonomie, un projet professionnel. On a également des personnes qui sont engagées sur l'accompagnement juridique des populations migrantes. On a également des personnes qui sont engagées sur la lutte contre les discriminations, par exemple dans le milieu du travail. Voilà. On a également eu des magistrats qui ont participé au DU, hein, parce qu'ils sont confrontés dans leur activité professionnelle à l'accompagnement des personnes migrantes. Eh bien, ils ont fait le souhait de se former sur le sujet. Voilà, donc en fait, il s'agit du secteur du social, du travail social, du secteur associatif, mais également les personnes qui travaillent dans les administrations, administration de l'asile, administration de l'immigration, et puis les professions libérales qui, dans le cadre de leur travail, sont amenées à rencontrer des personnes migrantes. Voilà, donc on a à peu près ces 3 cas de figure. Merci Noémie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez Alors, pas à les poser dans le fil. il y a une réaction, il y a une réaction dans le fil de discussion où il me semble malheureusement que ces réflexions qui reflètent le quotidien du terrain n'arrivent pas jusqu'à nos gouvernants. Et j'ai peu d'espoir que ce qui se passe avec les Ukrainiens n'aide pour les autres exilés. Donc ça peut vous renvoyer effectivement la question, comment est-ce que les réflexions des chercheurs, hein, puisque effectivement c'est une formation qui associe enseignement, recherche, comment est-ce qu'aujourd'hui ce type de travaux peut être relayé auprès des gouvernants du système politique, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent se saisir de ces questions-là et faire évoluer les choses.
Alors, c'est un véritable enjeu, hein. Quand on travaille dans le champ migratoire, on constate que c'est l'un des champs dans lequel il y a un écart énorme entre ce qui est dit dans la sphère académique et ce qui est dit dans la sphère publique et notamment politique. Donc c'est un véritable enjeu. Ça relève d'une responsabilité des chercheurs, hein, de faire glisser le savoir à l'extérieur du champ universitaire parce que les enjeux sont réels et voilà, et pressants. Concernant est-ce que voilà, les constats que l'on peut faire, ce qui est mis en lumière par la crise ukrainienne, est-ce que ça peut faire changer les choses? C'est vrai que je pense qu'il est réaliste d'être prudent sur les conclusions à apporter à cette question. Ceci dit, on voit déjà dans les organes gouvernementaux, hein, des prises de parole de personnes qui avaient jusque-là des positionnements très sévères sur l'accueil des réfugiés et qui reviennent sur ces prises de position parce qu'ils ont été mis en face d'une question de cohérence en fait entre le traitement des Ukrainiens qui est extrêmement différent du traitement des autres populations migrantes, quoi. Donc ça met en évidence ce qu'on savait déjà, hein, mais ça le met en évidence, on ne peut plus le nier. Et donc, on voit qu'il y a déjà des prises de conscience au niveau gouvernemental. Après, c'était l'objet de ma conclusion, c'est que les prises de conscience ne sont pas suffisantes. Il s'agit effectivement que ces prises de conscience se traduisent par une réforme des politiques migratoires. Je ne sais pas si Lucie, ouais. Oui, avec plaisir. Non, c'est juste pour apporter un petit complément parce que, en fait, comment expliquer ça? L'accueil, en fait, en tant que tel des Ukrainiens a entraîné quand même une onde de choc, hein, il faut le savoir, hein, dans le secteur associatif, qui est donc le premier à avoir accueilli physiquement toutes ces personnes dans le cadre de ces dispositifs déjà bien rodés et bien huilés pour les demandeurs d'asile. Ce sont les mêmes publics, hein, d'ailleurs, les mêmes besoins. Je suis la même chose. Et donc, il faut savoir que à l'échelle à la fois centrale, mais aussi départementale, il y a eu quand même un certain nombre de prises de position, certaines publiques et d'autres qui ne se voient pas, hein, qui se fait dans l'espace feutré de toute cette machinerie des comités en fait interministériels qui associent aussi de grandes associations, en leur disant écoutez, on va faire un effort, hein, mais où allons-nous en fait avec cela? Où allons-nous et quelles sont aussi à un moment donné les garanties que vous nous proposez en matière de généralisation? C'est-à-dire que est-ce que ce que nous faisons actuellement en termes de mobilisation, par exemple, on va prendre l'hébergement de place, vous pensez que nous pourrons peut-être du coup le pérenniser pour l'ensemble des personnes et à minima, disons-nous, peut-être déjà des demandeurs d'asile? Parce qu'en fait, ce sont exactement les mêmes publics. De la même manière, on a pu aussi observer, c'est le cas là notamment, de l'aide financière qui est proposée, vous savez, aux, familles qui accueillent à hauteur de 150 €. Il faut savoir que là, les 2 acteurs principaux qui sont concernés, ils parleraient beaucoup mieux que moi pour, le présenter, donc Singa et JRS, qui ont eu donc, une réunion d'un certain niveau au début du mois d'octobre sur ce sujet. Là aussi, les associations jouent ce rôle-là, en fait, hein, très clairement de porter la voix en disant très bien, pourquoi pas, mais en fait, c'est un peu dérangeant de proposer 150 € pour accueillir un Ukrainien et pas les autres, voyez-vous. Donc, quelles sont, encore une fois, bah oui, les garanties que vous nous proposez sur la généralisation de cet accueil-là que nous, par ailleurs, faisons depuis presque plus de 10 ans, parce que c'est pas nouveau, en fait, hein, l'accueil citoyen, pour tous les autres, pour n'importe quelle nationalité, pour pas non plus créer un système à plusieurs vitesses parmi nos propres citoyens français. C'est-à-dire, j'allais aller jusque-là, en fait, hein, finalement. Et là, on sent, en tout cas, ce que moi je peux en comprendre dans les écrits et les échanges, qu'il y a une ouverture qui semble possible et se créer pour l'avenir, de pouvoir voilà, avoir la volonté, en tout cas, après il faudra voir dans les faits, de peut-être étendre certains dispositifs nouveaux qui ont été conçus sur mesure pour les Ukrainiens pour pouvoir voilà, vraiment monter en gamme, entre guillemets, pour le plus grand nombre. C'est l'aubaine, en fait. Hein. D'un autre côté, si on ne s'en saisit pas maintenant, j'ai envie de dire qu'est-ce que nous aurons appris finalement. Mais voilà, moi j'ai quelques notes d'espoir par rapport à ce que je peux voilà, entendre, comprendre
par le biais vraiment associatif. Et en même temps, il n'y a pas de volonté claire affichée, on va dire, voilà, dans l'opinion, politiquement, parce qu'on voit bien que c'est précisément très politique et que beaucoup de précautions sont prises. Voilà, c'était juste pour apporter un éclairage. Ouais, je pense qu'effectivement, enfin, je crois que moi, je suis assez, disons, prudente hein, sur les projections que l'on peut faire sur le sujet. Là où il y a un véritable changement, c'est plus en termes de stratégie de plaidoyer, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a un effet de précédent sur lesquels les acteurs de plaidoyer, de sensibilisation peuvent s'appuyer. Et du coup, ça peut avoir une efficacité nouvelle. Voilà. Voilà, je lis les commentaires. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on soit prudent. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si effectivement ça va se traduire dans la réalité. Voilà. Alors, il y a une autre question. Ça va être la dernière question parce qu'il est déjà... on a un peu dépassé le temps. Katia, tu peux lire la question peut-être? Pardon, je n'avais pas mon micro. Donc, quel est le degré de mobilisation de l'Europe pour l'accueil de migrants ukrainiens? Sur le plan d'accès à l'éducation, les jeunes sont-ils intégrés directement à l'école? Quelles sont les conditions qui ont été posées? L'accès aux structures sanitaires, les mutuelles de santé sont-elles créées pour eux directement? L'accès au commerce pour les petits commerçants exerce-t-il du commerce dans l'espace européen sans condition de fiscalité? Alors, en quelques Alors, minutes, Noémie. ouais, en quelques minutes, après, je me permettrai on va arriver à la fin de la conférence. Noémie, je te laisse répondre à cette question et ensuite Je ne sais pas, peut-être, on clôturera. Lucie, tu as des éléments juridiques, non, sur Ou Lucie, oui. sur les sujets évoqués? Je sais qu'il y a eu notamment, donc les enfants ont accès directement à l'école, hein, ça fait partie des droits qui leur ont été octroyés. Le problème qui a été posé, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas pu avoir accès à une classe qu'on appelle L'UPE-DESA. l'UPE2A, J'ai pardon, des cette enfants, dyslexie je en vois. fin de journée, qui sont donc les classes qui permettent de remettre à niveau les enfants issus de l'immigration, hein, quels qu'ils soient. Et le constat qui est fait sur le sujet, c'est que beaucoup d'enfants ukrainiens n'ont pas pu avoir accès à ces classes pour différentes raisons, et donc en fait se retrouvent un peu en difficulté dans le milieu scolaire. Mais dans les faits, effectivement, l'accès à l'éducation a été activé et garanti pour tous les enfants de réfugiés ukrainiens. Oui, oui, précisément, c'est ça, et c'est ce que je tentais aussi d'évoquer dans ma présentation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les droits ouverts, et après, il y a tous les défis que ça présente en termes d'application, d'accueillir 100 000 personnes. Rappelons qu'en France, on accueille à peu près l'équivalent en matière de demandeurs d'asile. Donc, voyez-vous, faire le double en quelques secondes, c'est de toute façon impossible techniquement parlant, vu qu'on n'est pas du tout équipé. Et non, nous n'étions pas préparés, contrairement aux annonces qui ont été faites. Donc évidemment, même si les droits sont ouverts, que ce soit pour la scolarisation des enfants, pour les études supérieures ou même pour l'accès aux soins, bien sûr que ça paraît extrêmement favorable. Dans les faits, techniquement parlant, il y a eu quand même beaucoup de difficultés, même pour l'accès par ailleurs aux préfectures. Il faut savoir que l'ouverture des accès guichets Ukraine se sont fait à moyen constant, hein. Donc vous aviez en gros à gauche Ukraine, à droite les autres, avec exactement le même nombre de personnes. Donc ça a été, les débuts ont été très complexes, très chaotiques. Moi, j'ai pu avoir des retours et je me suis déplacée dans plusieurs départements de France et c'était très compliqué. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais bien sûr. Mais pourquoi? Parce que l'ensemble du modèle d'accueil n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est ça, en fait, le vrai sujet, et c'est pour ça que, j'ose continuer avec cet espoir, parce que c'est clairement, ce vers quoi il faut inciter quand même. C'est pour ça que c'est une aubaine pour pouvoir calibrer, plus haut, compte tenu des accueils que nous faisons aujourd'hui, qui par ailleurs, non, vont pas tous repartir de toute façon. On le sait bien, on voit l'état du conflit, mais aussi des autres à venir, rappelons-le. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais on oublie aussi beaucoup d'autres conflits qui disparaissent hein, derrière cet effet médiatique. Donc voilà, oui, pour les accès, effectivement, l'accès soins, c'est royal, hein, puisque c'est l'accès à la PUMA, la CSS sans aucun délai de carence de 3 mois. Depuis 2019, il faut savoir qu'il faut un délai de carence pour les demandeurs d'asile. Là, c'est l'accès immédiat.
Pour autant, quels sont les délais de traitement, quel est le taux d'absorption en fait de ça derrière, c'est le sujet de nos services publics en fait, hein, en général. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenantes, Lucie, Noémie. Merci à toutes les personnes qui ont pu se connecter pour suivre cette conférence. Donc, je vous propose, je vais revenir vers vous en fait dès que le replay sera en ligne. Comme ça, vous pourrez vous en ressaisir ou bien le diffuser à votre convenance. Et puis, je vous enverrai aussi des informations sur le diplôme universitaire Action sociale et migration que l'on propose, qui démarre d'ailleurs, dont la prochaine session démarre en janvier. Donc, si ça peut vous intéresser aussi pour prendre de nouvelles notions, nouvelles compétences, de nouveaux outils dans vos pratiques professionnelles, ce sera l'occasion de regarder d'un peu plus près le programme. Merci à tous. Je vais couper l'enregistrement et puis je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.